Bonsoir et merci d'avoir accueilli Bertrand Bonello. On est ravis effectivement qu'il soit à la Cinémathèque. Il y aura si je puis dire, une double actualité Bertrand Bonello, en plus évidemment de l'actualité principale qui est l'actualité en salle, puisque le 10e long métrage à ce jour de Bertrand Bonello, La Bête, va sortir dans 6 jours, mercredi prochain. À partir de mercredi prochain, vous pourrez voir La Bête. Voilà. Et je vous le conseille de voir La Bête. C'est un film d'une audace folle, si je peux me permettre, et peut-être en rapport avec la rétrospective qui aura lieu à la Cinémathèque, donc des films de Bertrand Bonello, à partir du 28 février, je me disais en voyant La Bête, ce qui est bien, c'est que ce film se tient, on pourrait dire, sur les deux bords de l'œuvre. On pourrait, si on n'a vu aucun film de Bertrand Bonello, commencer par La Bête, puis ensuite voir tous les autres, et évidemment trouver a posteriori des échos, des traces, des préfigurations, et puis sinon, on voit tous les films de Bertrand Bonello dans l'ordre, et on finit par La Bête, qui est une sorte de film qui a l'air de les contenir tous. Bref, je vous dis tout ça pour ne pas vous parler du film, mais voilà, avec Léa Seydoux, qui est absolument stupéfiante dans le film. Bref, ça c'est mercredi prochain. Ici, ce soir, première des 4 séances programmées par Bertrand Bonello dans sa carte blanche, et c'est une carte blanche donc, qui va courir sur le mois de février et mars, et donc 2 des séances sur les 4 auront lieu pendant la rétrospective des films de Bertrand. Vous verrez Un flic de Melville, vous verrez Birth de Jonathan Glazer, vous verrez un programme de court-métrage qu'il a concocté et que je vous recommande, et puis bien sûr ce soir, Terreur sur la ligne, When Stranger Calls, un film de Fred Walton, sorti aux États-Unis en 1979, vu en France en 1980, et avant de donner la parole à Bertrand pour qu'il vous en dise quelques mots, peut-être aussi quelques mots de sa carte blanche, qui voit ce film de ce soir pour la première fois? Yo. On s'y attendait un petit peu. On l'espérait. Mais non, mais ça fait très plaisir. Moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir montrer le film en salle. Alors, je tiens à dire que les joies, c'est que ce film est très compliqué à voir. Il n'y a pas vraiment de copie. Et bravo à la Cinémathèque d'en avoir fabriqué une, quasiment. Moi, je l'ai vu quelques fois, le film, évidemment jamais en salle. Et donc, je suis très content de pouvoir le montrer. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai mis dans la carte blanche. Hein, c'est parce qu'il est quasi invisible. Qui fait partie de ces films qui, quand ils sont faits, sont un petit peu mineurs et appartiennent, pour aller vite, à une espèce de genre comme ça, de série B, et qui, derrière ça, révèlent pour moi quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau et de beaucoup plus émouvant. Bon, ça, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est un film qui m'a tout de suite, quand je l'ai découvert, moi, en VHS, donc je sais pas, genre, allez, 82, m'a beaucoup plu et m'a beaucoup surpris d'aller voir le film scindé en 2, et on ne s'attend pas à la deuxième partie. Et elle amène le film vraiment, vraiment ailleurs. Donc voilà, je suis vraiment très content de pouvoir le montrer en salle, et puis vraiment ravi de voir que c'est complet. Voilà. Juste un petit mot, justement, Bertrand l'a dit, c'est très difficile de montrer ce film en salle. Avec Rodolphe Luciana, on a cherché dans toutes les archives une copie 35 à projeter, et toutes les copies 35 qu'on a trouvées étaient dans l'état de celles de la Cinémathèque, c'est-à-dire improjetables. Donc on a fabriqué, à partir du meilleur élément HD qu'on a pu trouver, un DCP, c'est ce que vous allez voir, l'image est très bien. Je vous signale juste simplement, parce que ça vient de l'élément HD, pas un problème sur le son, mais parfois sur la parole, le son n'est pas idéal, mais bon, c'est un film où ça parle peu, et puis vous allez voir d'une certaine manière, j'espère que vous allez être emporté par le film, et c'est comme avec les rayures dans les copies 35, comme l'œil se met à un moment à compenser, je pense que l'oreille aussi. Voilà, donc ça devrait bien se passer. Et surtout, après la projection, évidemment, on se retrouve avec Bertrand Bonello, et on parle ensemble de ce qu'on vient de voir. Voilà, bonne projection, et à tout à l'heure.
Bien, voilà, c'était donc Terreur sur la ligne. Comme je disais, c'est mieux de le voir à plusieurs, comme ça on a moins peur. Bertrand, vous disiez au début dans l'introduction que c'était la première fois que vous le voyiez sur grand écran. Alors, bien sûr, on va revenir sur la jeunesse du film, j'allais dire son élaboration en 2 temps. On dira ce qu'on sait sur la conception du projet et son élaboration. Mais peut-être avant, là, comme vous l'avez vu pour, j'allais dire, la première fois en grand, par quoi est-ce que vous auriez envie de commencer? La structure du récit, les personnages ou les acteurs, ou une séquence en particulier? Est-ce qu'il y a une manière de commencer liée à votre vision du film, là, maintenant, tout de suite? Non, on peut commencer par la structure et par le trajet, en fait, par le trajet du film, plus que la structure. La structure, elle est ouvertement en 2 parties, on va dire. Une première partie qui est très cadrée dans son projet, et qui a été d'ailleurs presque l'influence première de Scream, hein, finalement, puisque c'est là-dessus qu'ils sont basés. Le film de Wes Craven. Ouais, pour faire une espèce de parodie. Donc une première partie extrêmement cadrée, circonscrite dans un décor, avec un seul personnage. Voilà. Et un principe. Et une deuxième partie où le film part vraiment ailleurs. Et à partir de ce moment-là, non seulement il part ailleurs, mais il ne cesse jamais de bouger d'endroit finalement. Et il est toujours en mouvement, un mouvement très lent par ailleurs. Et ça, c'est vrai que je m'en suis rendu compte en le voyant sur le grand écran. L'étirement comme ça des temps, l'étirement des silences, je n'avais pas ce souvenir à ce point-là. Et qui finalement nous fait passer d'un projet de thriller slasher à quelque chose de beaucoup plus sur les personnages, beaucoup plus humain, beaucoup plus sur la solitude, et sur, on peut dire aussi sur c'est pour compte en fait, d'une certaine Amérique. Donc le projet du film lui-même dévie complètement. Et là, quand je dis que c'est pas juste une deuxième partie, c'est une deuxième partie qui est en mouvement, c'est qu'on attaque sur quelque chose d'assez basique. Ok, il s'est évadé, le père qui dit je vais vous le retrouver, etc. Et puis on bouge de point de vue en fait tout le temps. D'abord avec le détective, puis ce moment que je trouve vraiment dément entre ce psychopathe et cette femme seule. 2 immenses solitudes, avec cette scène dans le bar qui est incroyable parce qu'il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'ambiance, la scène est hyper étirée, ça a l'air complètement abstrait, tellement c'est silencieux finalement. Et puis on rechange de point de vue, une espèce d'aller-retour, et puis on revient par la babysitter, enfin une construction comme ça en mouvement qui est là aussi pour qu'on soit vraiment complètement avec ces 4 personnages, dont 3 immenses solitudes et une traumatisée. En fait, et voilà, ça c'est assez étonnant comme structure, je trouve. Dans la solitude, vous incluez le flic? Ah, totalement. Totalement. Alors, il est dans une solitude active, puisqu'il a une obsession, il a un travail, etc. Mais il est vraiment extrêmement seul, même quand il va voir ses collègues, il n'a plus rien à ses ex-collègues, il n'a plus grand-chose à leur dire. Enfin, D'ailleurs, son ex-collègue l'accueille en disant « Qu'est-ce que tu vas m'annoncer que tu te maries ?» Et on se doute bien que c'est pas ça. Voilà. Non, il y a 3 grandes solitudes et une traumatisée. Et ça, c'est... et une bascule comme ça, on va dire d'un épisode un peu thriller à quelque chose qui bascule vraiment sur les personnages et l'humanité et oui, c'est ce désespoir en fait. Et si le personnage du flic, lui, devient presque effrayant dans la deuxième partie, en revanche, le personnage du psychopathe, tout en restant terrifiant, on voit aussi qu'il est terrifié, c'est-à-dire qu'il y a là aussi un basculement du point de vue. On change pas d'avis sur le personnage, et en même temps, évidemment, on le découvre. Oui, alors je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres exemples, là ils ne viennent pas, aussi peut-être un film de Michael Mann, mais je ne suis même pas sûr. L'idée à un moment d'avoir quasiment une empathie avec un tueur, puisque c'est vraiment un tueur,
une empathie dans le sens, évidemment, rien ne l'excuse, il est pareil, ce que je veux faire, mais à un moment, on souffre tellement avec lui, et quand il va voir cette femme, on peut se dire qu'il veut la violer, la tuer, etc. Mais moi, quand il dit est-ce que tu veux être mon ami, moi j'y crois en fait. Je crois à ça. C'est quand même assez bouleversant comme moment. Non, je pense qu'effectivement, ce personnage du tueur bouge lui aussi. Enfin, on nous le fait bouger à l'écran. Moi, le film, vous disiez, je ne sais pas à qui ça pourrait faire penser, le seul personnage de cinéma que celui-là m'évoque, enfin, ce psychopathe, c'est Peter Lorre dans Elle le maudit. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire un moment où, un tueur d'enfants se révèle, entre autres lors de la traque et lors de son procès, bien évidemment inexcusable, mais humain. Et là, il y a, je retrouve tout d'un coup, ce même basculement pour le spectateur, quoi, qui est effectivement bouleversant. Et je suis absolument d'accord, dans la scène du bar, on dirait presque un autre, parce qu'il cherche un contact. Il cherche une amie, il cherche une relation, il cherche un abri. Il cherche à échanger quelques mots, en fait. C'est là qu'on en est là, quoi, dans cette solitude-là, à échanger quelques mots. Ouais. Et ça, c'est incroyable, parce que dans la première partie, il est une voix sans corps, et dans la deuxième partie, un corps presque sans voix, quoi. Avec personne à qui parler. Personne à qui parler. Et il n'arrive pas presque à regrouper les deux. Et la scène où il est... on ne sait pas dans quoi, dans cette espèce de ruine abandonnée où il se met à parler tout seul en disant... Plus personne me voit, on ne peut plus m'entendre, je ne suis pas né. La phrase « je ne suis pas né », elle est quand même très forte. Hein. Ouais. Oui, c'est un film, effectivement, où on pourrait dire que les codes du genre sont, non pas subvertis forcément, mais vraiment déplacés. C'est-à-dire que l'effet de surprise, quand même, est presque plus fort que l'effet de reconnaissance du genre. Et l'enquête, en fait, l'enquête qui est annoncée en début de deuxième partie, elle n'est vraiment qu'un prétexte. Elle n'est vraiment qu'un prétexte pour ces espèces de face-à-face entre ces trois personnes, quoi. L'idée de la femme seule au bar, bon, bien sûr, on pense à Hopper, on pense à des figures de solitude, mais là aussi, ce qui est très frappant, c'est j'allais dire son jeu à elle, et comme l'ensemble du jeu de... Alors là, on peut parler des 4 acteurs quand même, hein, parce que c'est impressionnant. D'abord Carol Kane, que moi j'ai une passion pour Carol Kane. Donc la jeune femme harcelée au téléphone. La babysitter, que j'avais d'ailleurs, puisque vous avez parlé de La Bête, mon film en présentation, il y a 2 films que j'ai revus uniquement pour préparer La Bête, dont ce film-ci. Et j'avais proposé un petit rôle à Carol Kane, qui s'est pas fait pour des histoires de syndicats américains. Non, mais Carol Kane, parce que c'est pas rien quand même, je sais pas, c'est peut-être une demi-heure la première partie. Oui, je dirais 20-25 minutes. Enfin, je dirais un tiers, 2 tiers, moi. Ouais. Voilà, elle est, à part la scène d'introduction avec les parents, elle est quand même absolument seule. Et son visage, qui moi me fait vachement penser au muet, enfin au cinéma muet. C'est vrai qu'on pourrait rester sur son visage comme ça des longues minutes, et il y a tellement de choses qui se passent avec sa peau diaphane, sa bouche, ses grands yeux. Elle est absolument fascinante à filmer, et elle tient complètement la demi-heure sans aucun partenaire. Et elle est vraiment extrêmement émouvante. Mais tous les 4 acteurs, je ne sais pas d'où viennent les autres, etc., je ne les connais pas, mais ils sont tous vraiment... Le casting est extrêmement émouvant, en fait. C'est même pas est-ce qu'ils jouent bien, est-ce qu'ils jouent pas bien, c'est vraiment un casting très très bouleversant. Mais en fait, la femme seule au bar, donc l'actrice Colin Dewhurst, c'est une Canadienne, c'est des acteurs qui viennent du théâtre, en fait. Le Charles Durney, il a joué Shakespeare, et donc le flic, et le psychopathe, il s'appelle Tony Beckley, et lui aussi c'est un acteur anglais, qui est mort d'ailleurs peu de temps après le film, et qui vient du théâtre shakespearien. C'est-à-dire que c'est en fait des acteurs anglais qui amènent peut-être aussi une forme de jeu ou un décalage, parce que le jeu du psychopathe, la scène du miroir, la scène où il est nu dans la salle de bain, sont des moments de stupéfaction. Et bon, voilà, donc pour ce qui est des actes, et je suis absolument d'accord, le Carol Kane,
la jeune femme, la babysitter, a des yeux. Vous avez programmé dans la séance de court-métrage un film avec Nadia Sibirskaya, qui était une actrice du muet. Brume d'automne. Voilà, Brume d'automne. Et je trouve que sur ce visage-là, on retrouve effectivement, de manière un peu étonnante, quelque chose qui vient, alors là, pour le coup, de l'histoire du cinéma. Et oui, elle a un visage de notre époque, en fait. Elle a un visage de notre époque, absolument. Sur j'allais dire, la jeunesse du film, c'est-à-dire cette première, vous savez ça En fait, je dis ça parce que c'est intriguant. Le Fred Walton, le réalisateur, avec son copain de campus, ont écrit un premier scénario en 77, qui est un scénario de court-métrage. Et en fait, c'est les 20 premières minutes. C'est les 20 premières minutes. Donc il existe, hein, ce film, on peut le voir... sur YouTube, et 20 minutes, c'est la même chose, avec d'autres acteurs, un autre décor, mais c'est quasiment les mêmes lignes de dialogue. Bon. Et en fait, au bout des 20 minutes, quand ils ont eu terminé le court-métrage qui était en fait fait pour passer en première partie de film, ils se sont dit, mais peut-être qu'avec ce court-métrage, on peut intéresser quelqu'un, trouver plus d'argent et prolonger le film. Et en fait, c'est ça ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé effectivement de l'argent pour imaginer une suite à leur court-métrage, en refaisant le court-métrage et en développant, mais en ayant l'idée de cette deuxième et même de cette troisième partie avec le retour à la babysitter. Donc on est dans finalement une élaboration en 2 temps qui n'est pas banale, qui n'arrive pas si souvent et qui témoigne aussi que quand même les deux avaient... à la fois des idées et une idée très claire des potentialités du matériau de base. Parce que les 20 premières minutes, c'est peut-être ça aussi qui est le plus sidérant, c'est que quand le film commence et qu'on ne l'a jamais vu, on se dit on en prend pour 1h30 de la maison. D'ailleurs, alors, je sais qu'il y a une suite à ce film, mais que moi je n'ai jamais vu parce qu'elle est vraiment très 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 compliquée à voir. Et en revanche, il y a un remake qui est vraiment nullissime. Et c'est sur 1h40 les 20 premières minutes. C'est ça. Ça n'est que ça. Ouais. C'est ça. Ben, c'est ça. Et alors qu'ici, la surprise vient du fait qu'au bout de 20 minutes, le film est fini. Ah ouais, et puis parce que c'est la surprise et la beauté en fait. Parce que tout d'un coup, tout résonne différemment. C'est pas juste un truc avec un tueur et une femme seule, quoi. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur le film? Oui, dans... Alors bonsoir, je suis très content de découvrir ce film que je n'avais jamais vu. Je ne connais pas du tout Fred Walton, donc est-ce que vous pourriez nous en parler? Et puis est-ce qu'on peut considérer que ce film détourne le genre du film dans l'angoisse pour en fait surtout parler de problèmes sociaux, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Donc est-ce que vous pourriez déjà nous présenter un peu le réalisateur? Sur les faits, sur le basculement. Alors sur le basculement, moi je suis tout à fait d'accord, hein, c'est-à-dire qu'en plus je ne connaissais pas l'historique, à savoir c'est d'abord un court-métrage et puis après on se dit tiens pourquoi pas, et ce que je trouve assez brillant c'est de passer de 20 minutes à 90 avec un vrai projet. C'est pas la même chose en 80 minutes, c'est un vrai projet, et il y a en effet un basculement sur... Je parlais des laissés pour... pas que de la solitude, etc., mais aussi des laissés pour compte d'une certaine de quartier ou d'une certaine société, et je pense que ça fait vraiment partie du projet, et de la beauté du projet, oui. Alors sur Fred Walton, je vais laisser Bernard parler. Je vais vous dire ce que je sais, c'est son premier long métrage, enfin son premier court, puis son premier long métrage. Il a travaillé avec Steve Ficky, qui est le co-scénariste. C'est ensuite quelqu'un qui visiblement a eu du mal à faire des films, voulait faire d'autres films pour le cinéma, on a fait certains, mais a surtout travaillé pour la télévision. Et pour ce que j'ai pu lire, il y a eu en particulier un article de Bill Crone dans les Cahiers dans les années 2000, où il avait vu plusieurs de ses films télé. Et ce qui ressort de ce qu'on lit, c'est qu'en fait, Fred Walton a, soit par obligation liée au premier succès, au succès de ce film-là, parce que ce film a été un étonnant succès en salle dès qu'il est sorti. Et ensuite, il a, soit par obsession
soit parce qu'il savait que c'était peut-être là qu'on l'attendait. Il a surtout fait les films de, comment dire, où quelqu'un est traqué et quelqu'un le poursuit, et où la question de la voix et du corps, mais de la voix séparée du corps, joue un grand rôle. Et dans le remake, dans la suite, When a Stranger Calls Back, qui est réalisé par Fred Walton, avec l'acteur Charles Durning, qui donc joue le flic, et avec la même actrice Carol Kane, dans cette suite-là, en fait, la question, sans vous dévoiler l'histoire, si je puis dire, mais avant que vous arriviez à le voir, où la question est une question liée à la ventriloquie. C'est-à-dire, parce que ce qui est sidérant dans le film, je trouve aussi, c'est vous qui disiez une fois, ou je ne sais plus dans quelles circonstances, qu'il y a deux types de peur. La peur, j'allais dire, qui vient de l'extérieur, et la peur qui vient de l'intérieur. Ça, est-ce que vous pouvez... Parce qu'il me semble que ce qui fait vraiment peur dans ce film, le moment terrifiant pour moi, c'est quand le flic rappelle, ou qu'elle rappelle le flic au début, et qui lui dit « l'appel vient de chez vous ». Moi, je sais que quand j'ai vu le film pour la première fois, je devais être adolescent en VHS, je ne connaissais pas l'histoire, ni rien, etc. Ça m'a vraiment foutu un coup, quoi. Ça m'a vraiment foutu un coup. C'est vraiment une très bon... comment dire, très bon twist. Un très bon twist. Ouais. Un très bon twist parce que on s'attend, et même le premier plan, le tout premier plan du film où elle arrive en marchant et pour entrer, on se dit, déjà là, on se dit qui regarde. C'est-à-dire qu'il y a un plan où on se dit qui la regarde. Et en fait, c'est une fausse piste. En fait, c'est juste que c'est le premier plan. Mais nous, déjà, on peut se demander même rétrospectivement, est-ce qu'elle est regardée de l'extérieur comme elle le croit? Mais d'ailleurs, il y a des plans filmés de l'extérieur, à travers la vitre, etc. Voilà. On se dit que c'est le point de vue du tueur. Exactement. Exactement. Ouais, il joue beaucoup avec ça. Ouais. Il joue beaucoup avec l'extérieur et l'intérieur, jusqu'au moment où on découvre que, en fait, la peur ne va pas venir du hors-champ, mais elle va venir de cette chose qui n'a pas de nom, enfin, qui est le champ lui-même, quoi. C'est-à-dire là où on est. Et c'est ça qui fait de cette horreur une horreur insoutenable ou domestique, parce qu'elle est justement, j'allais dire, à la maison, quoi. Et la logique, en effet, c'est de se surenfermer, alors que le danger est déjà à l'intérieur. Et que la peur, au lieu d'être, j'allais dire, par effraction ou par surgissement, comme par exemple quand la femme seule rentre chez elle et qu'elle shoote dans le clochard par terre, ça, on pourrait dire que c'est la peur classique telle qu'elle est souvent utilisée au cinéma. Un élément extérieur, tout d'un coup, fait boum, et on a peur. Ou quand elle ouvre la porte du placard et qu'on s'attend à ce qu'il soit dedans. Mais ce qui fait beaucoup plus peur, je trouve, c'est la peur par infusion. Là, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais le film est vraiment très habile sur tous les hors-champs, en fait. Évidemment, les 20 premières minutes où tout est hors-champ, mais même quand elle rentre chez elle, qu'elle avance en couloir, elle repart, etc. Lui, il sort du placard, elle revient, on se dit qu'il est dans le placard, en fait, il n'est plus là, mais il est déjà dans le salon. En fait, on ne voit pas tous les déplacements sur hors-champ, et là-dessus, c'est vraiment très habile. Sur la circulation, quoi. Oui, je voudrais juste répondre parce qu'en fait, il n'y a pas deux types de peur, dans le film, il y en a trois. C'est-à-dire qu'il y a la présence immédiate, on a peur de ce qui est en face de soi, bon, c'est pas le cas. Il y a la présence, mais lointaine, il pourrait être à l'extérieur de la maison, il n'y est pas non plus, il est dans une proximité invisible. Et le philosophe Clément Rosset parle du film dans un de ses livres. Et il dit... Alors, évidemment, la peur, pour lui, c'est ce qui fait peur, c'est le réel, toujours. Et il dit, le réel, c'est près, c'est à côté, c'est pas loin de là où on est, mais c'est pas en face de nous, parce que c'est trop tard, et c'est pas non plus trop loin, parce que sinon, on est fou, quoi. Enfin, il n'existe pas. Et donc, il a pris cette situation comme exemple pour définir, finalement, les trois positions de peur. On est en face, elle est loin, ou elle est dans une proximité invisible. Et c'est très intéressant, enfin, c'est marrant, quoi. Parce que c'est ni le dehors ni le dedans, c'est la proximité. Voilà. C'était juste pour. Oui. Je ne savais pas que Clément Rosset en avait parlé, mais. Oui. C'est dans quel livre? C'est dans Mirage. Les essais qui sont publiés dans l'école du réel, aux éditions de Minuit.
Mais c'est vrai que sur les circulations, le hors-champ, ce qu'on croit être le hors-champ et qui en fait est in, le film est absolument souverain. Et c'est en ça que Fred Walton est impressionnant, c'est que c'est un premier film, mais il y a une... comment dire, j'allais dire, il y a Une très, très, très grande maîtrise des espaces, en tout cas. une préscience de ce qu'il faut faire et de ce que... Et même une manière de spectateur et de faire surgir la peur au moment où on se dit non, ça va pas être là, quoi. Oui. Allez-y. Bonsoir. En fait, moi j'ai trouvé qu'il y avait un problème, ou c'est peut-être pas un problème, de vraisemblance. Bon, c'était complètement secondaire, hein, mais c'est une petite question comme ça que j'ai envie de vous poser. D'abord, comment est-ce qu'il entre dans la maison dans le premier temps du docteur, j'ai oublié son nom, Mongrel. Enfin, sa force, c'est qu'on ne voit jamais Oui, par où il entre. Voilà. Mais Pardon. c'est le principe. D'accord. Et puis l'autre dans le même fil, comment ça se fait qu'il est localisé la maison où vit l'ex-babysitter, alors qu'il est tellement diminué. Ça, c'est subliminal, mais c'est dit dans le film. Bon, ok. C'est-à-dire, en fait, oui. comment il... en fait, c'est en le revoyant que j'ai compris, parce que ça va très très vite. Il y a un moment, un plan, presque au ralenti, où on le voit, lui, on le reconnaît à ses chaussures, ramasser un journal. Et en fait, plus tard, on voit sous le téléphone de la fille, et la nouvelle babysitter dit « je vous ai vu dans le journal ». Donc c'est-à-dire qu'ils ont vu le même journal, et que lui a vu sa photo à elle, et l'aurait reconnue, et donc aurait trouvé comme ça son adresse, puisqu'elle est mentionnée comme une bienfaitrice du quartier, quoi. Mais après, je rebondis parce que Bernard parlait tout à l'heure par rapport aux espaces, déjouer les attentes des spectateurs, parlait de Hitchcock. Il n'y a pas plus invraisemblable qu'Hitchcock. Et c'est pas du tout en fait son souci. C'est-à-dire qu'en fait, son souci, c'est de se dire où en est le spectateur à chaque moment. Mais pas du tout, s'il faut être invraisemblable pour être au bon moment par rapport au spectateur, il le sera. Et je pense que c'est un petit peu le cas ici. Comme il y a beaucoup de hors-champ, et que le hors-champ est vraiment fondamental, montrer comment il entre dans la maison, même si ce serait peut-être par souci de vraisemblance intéressant ou important ça, en fait, ça aurait tué la mise en scène. Je pense que la mise en scène et la manière de gérer le suspense et qui passe donc beaucoup par le hors-champ, fait que je vois plus ça comme des ellipses en fait que comme des invraisemblances. Et en fait, je suis en train de me dire, hein, à vous écouter, que le film, en fait, c'est presque comme si toute l'histoire, toutes les images venaient du cerveau du psychopathe. Ben, on change beaucoup de points de vue. Tout à l'heure, je parlais de film en mouvement, et c'est aussi dans ce mouvement-là on pense au début que, bon, je mets la première partie à part, hein, mais qu'on va aller comme ça dans une espèce de montage parallèle qui serait une enquête, un détective d'un côté, un psychopathe de l'autre, et puis en fait c'est pas du montage parallèle, c'est de la bascule de point de vue qui passe aussi par cette femme et qui revient encore par Carol Kane à la fin. Et donc je ne sais pas si tout est vu dans la tête de quelqu'un. Enfin, il y a une circulation des espaces, mais aussi des points de vue. Mais ce qui est sûr, c'est que le film peut-être figure des images archaïques qui sont en nous. Il y a quelque chose... Enfin, le film provoque une peur qui doit avoir partie liée avec j'allais dire, de l'irreprésentable, ou des images psychiques. Donc, après, on peut imaginer qu'effectivement, les images sont le produit de la peur, par exemple. Oui. C'est à moi. Bonsoir. Moi, c'était chouette de pouvoir le revoir sur grand écran. On ressent vraiment l'influence du cinéma italien et les prémices du slasher dans ce film. D'ailleurs, il me semble que Walton s'est un peu inspiré du film à sketch Les Trois Visages de la Peur de Mario Bava, parce qu'il y a un des sketchs où c'est une femme qui est harcelée au téléphone et à la fin dure. Enfin bref.
On ressent vraiment cette influence-là. Et du coup, bah oui, le hors-champ, comme vous avez dit, les espèces de jeux qu'il y a, ça crée la surprise et le suspense. Et ouais, on ressent tous les ressorts qui amènent au film de Wes Craven que vous avez pu citer. Et ma question, c'était par rapport à votre prochain film, qu'est-ce qui vous a donné envie de le revoir? Quel aspect, sachant qu'il a quand même une empreinte importante, ce film, et puis les amateurs de films de ce genre connaissent tous ce film, mais on y revient occasionnellement. Mais qu'est-ce que vous avez C'est que mon film est il y a 3 périodes dans le film, et l'une d'elles, c'est globalement c'est une femme seule dans une maison avec quelqu'un à l'extérieur qui veut la tuer. Donc c'était pour revoir un film avec quelqu'un tout seul dans une maison. Et puis ce jeu sur regarder, être seul et être regardé en même temps, en fait. Voilà. Okay. Oui, bonsoir, merci pour nous avoir fait découvrir ce film, je ne l'avais jamais vu et qui est vraiment étonnant. Ça m'a rappelé, en fait j'ai eu un peu la même impression en le voyant, d'une inquiétante étrangeté, comme quand j'ai vu cette année, même si c'est pas le même film, la même histoire, The Appointment de Lindsay Vickers. On ne sait jamais où on va, où ça part, il y a une espèce de climat vraiment particulier, vraiment étrange. Et ce que je trouve assez marrant, assez fascinant, c'est qu'on le sent qu'il y a eu d'abord un court-métrage et qu'ils ont développé quelque chose à partir de ce court-métrage, mais il y a même un doute, puisqu'en fait, quand on regarde bien le film, Charles Durning n'est quasiment jamais avec la babysitter. C'est que même à la fin, il y a un cadrage qui est tel que ça aurait pu être un autre acteur, avec une autre voix, parce qu'on voit à peine sa bouche, on voit sa main. Au début, en fait, il apparaît, c'est une ouverture qui se porte et une image fixe. Et en fait, ça laisse même planer le doute d'un film qui aurait été fait en fait de bric et de broc. On aurait eu un court-métrage auquel on aurait rajouté au milieu une deuxième partie. Alors c'est vrai que c'est étonnant de savoir que ça a été prévu, parce que moi je l'ai presque senti comme ça en fait en le voyant, même si ça n'enlève rien de sa qualité. C'est vraiment ce manque de rapport entre les acteurs en fait. Charles Durning et Claire, comment elle s'appelle Carol Kane. C'est vraiment, il n'y a aucun plan véritablement où on les voit vraiment ensemble, à part ce plan final, mais qui est vraiment très très cadré pour qu'on ne voit que le bas du visage de quelqu'un qui aurait pu être quelqu'un d'autre que Charles Durning en fait. En fait, l'histoire fait qu'ils sont ensemble que dans les fins d'histoire, quoi. Donc, et en plus, il est un peu plus grand qu'elle, etc. Donc d'un côté, contre lui, mais ils sont pas faits pour avoir des scènes ensemble, en fait. Mais ils concluent les deux segments. Ouais. Bonsoir. Moi, j'ai découvert le film ce soir et c'était super, vu qu'il est difficile à trouver, de le découvrir comme ça. Et je suis d'accord avec vous, en voyant le film, j'ai aussi pas mal pensé à Manhunter de Michael Mann, même si le film a été fait plus tard. Mais ce que je trouve incroyable avec ce film-ci, c'est que même si j'adore vraiment Manhunter, dans le 3e acte, après qu'on a un peu humanisé le tueur, on neutralise, ou en tout cas on modifie quand même son côté menaçant. Et là, en fait, je trouve que dans le 3e acte, le metteur en scène arrive à complètement revitaliser cette menace-là, et même, je dirais, à la rendre encore plus effrayante qu'au début, parce qu'on le connaît et qu'on connaît cette humanité instable. Mais aussi peut-être parce qu'on se dit en voyant le film qu'il a rebasculé de nouveau du fait de ce qu'il a vécu une fois qu'il s'est échappé de l'asile. C'est-à-dire que la souffrance qui est la sienne, le dénuement qui est le sien, la persécution qu'il subit, puisque là tout d'un coup, c'est plus lui le prédateur, mais il est la proie. On a l'impression, alors bien sûr la psychiatre dit oui, de toute façon il va rechuter, il n'a plus ses médicaments, mais on a l'impression que c'est l'expérience de la rue, le homeless, l'asile de nuit, qui littéralement le ramène à ce qu'il était, quoi. Se faire tabasser. Se faire tabasser. Ah ouais, la scène du bar, enfin. Bon. Et je trouve l'acteur absolument magnétique, parce qu'il est un visage incroyable, une fragilité, et en même temps il fait très très peur, quoi, quand il s'approche
de la buveuse en solitaire au bar, il est effrayant, alors qu'il essaye d'être amène. J'avais justement une question qui a presque été ébauchée par un des intervenants précédents, celle sur la transition entre les deux histoires, où justement la babysitter court vers la porte pour sortir, on s'attend à la voir rencontrer l'assassin, et c'est le policier. Ça, c'est un effet de montage, en fait. C'est seulement un effet de montage. C'est un effet de montage qui est une espèce d'ellipse, presque, puisque c'est pas techniquement possible. Il peut pas dire on arrive dans 10 minutes, etc. Donc c'est une pure ellipse, en fait. C'est une pure ellipse avec un effet de montage qui est assez beau. Hein. Parce que quand le visage apparaît, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Mais on imagine que s'il n'y avait pas eu l'ellipse, elle serait sortie, la police serait arrivée, et puis, etc., etc. Mais c'est un effet de montage très, très, très fort, je trouve. Je me demande si ça ne va pas plus loin, et s'il n'y a pas une volonté, à travers cette ellipse, ce montage, d'assimiler les deux personnages. Moi, il me semble. Et le fait que la fin, ce qui a été souligné aussi, on ne voit pas vraiment les personnages, on ne sait pas lequel est dans le... Il y a des confusions entre les personnages, et je me demande s'il n'y a pas, vous l'avez évoqué, la volonté de mettre en commun la solitude des deux personnages. Ou la violence et la violence des deux. Absolument. C'est en tout cas comme ça que je l'ai ressenti. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était juste pour rebondir, parce que je suis assez d'accord avec ce que monsieur a dit. Et en fait, aucun des personnages n'est manichéen. On a dit qu'on pouvait ressentir de l'empathie pour le tueur. La babysitter, c'est vrai que dans les 20 premières minutes, on se demande un peu pourquoi elle ne va pas voir les enfants. Il y a tout ce jeu. Et j'ai aussi ressenti ça, que ce flic, on sent qu'il est lui aussi sur le point de basculer. Parce que en fait, il le dit lui-même qu'il est en train de craquer, qu'il veut tuer le tueur, qu'il prend ses seringues, etc. Et effectivement, moi aussi j'ai ressenti cette espèce de freeze frame comme un élément annonciateur que le sauveur, en fait, il est aussi à même de basculer. Et à la fin, c'est un peu une catharsis pour lui de réussir à tuer cette personne, et on n'est presque pas soulagé parce qu'on a l'impression qu'il est un peu trop content de l'avoir fait pour que ça nous paraisse normal, quoi. Oui, puisqu'il a même le geste, une fois que l'autre est mort, de lui tirer une balle dans la tête, quoi. Comme si vraiment... vraiment sûr, quoi. Hein, pour être vraiment sûr, ou comme si on plante un pieu dans le corps d'un vampire, quoi. Il s'agit vraiment de le clouer. C'est juste pour ajouter, il y a même cette scène complètement vraisemblable dans l'église, enfin dans le recueil de l'église, où du coup les rôles sont complètement inversés, et quand on regarde que cette scène-là, on a l'impression que le psychopathe du coup passe vraiment pour une victime, et que, comme vous venez de le dire, c'est ce que je voulais rajouter, à la fin c'est lui qui lui pointe le pistolet sur la tête presque par pure barbarie, parce qu'en fait il est déjà mort, il veut vraiment l'abattre. Du coup, je pense que s'il y avait une suite, bon, apparemment il y a une suite, mais ce serait peut-être du coup comme une transmission de violence entre les deux. Mais vraiment, enfin, pour revenir sur ce que monsieur a dit, moi c'est la scène où c'est le policier qui le poursuit, et en fait le psychopathe est complètement effrayé, qui m'a vraiment marqué sur le fait que les deux sont aussi violents l'un que l'autre. Bonsoir. Il y a un élément qui rend le film tout à fait terrifiant, c'est l'absence d'explication absolue, puisque même à la fin, Fred Walton s'en amuse, vu qu'on n'aura pas l'explication, vu que le tueur serait précisément tué au moment où il va nous la dire, quand il dit « vous savez pourquoi je suis revenu, vous savez pourquoi ?» et on n'aura jamais. Donc il y a un espèce de truc comme ça où je me demande si on a tous ces flashbacks, on voit des petits bouts de ce qui nous a manqué, ce qu'on aurait eu envie de voir, comment le tueur est entré, comment... Et si cette absence d'explication nourrit plus finalement ce propos sur toutes ces solitudes, ou si vraiment c'est ce qui rend le film si terrifiant en fait. C'est que le gars a une explication fondamentalement à pourquoi il tue ses enfants, pourquoi il poursuit cette babysitter, et nous, il nous la donnera jamais, on l'aura jamais. Oui, ou peut-être que l'explication n'intéresse pas Fred Walton. Donc, vous savez pourquoi j'ai envie de pas faire.
Parce que c'est pas là où ça se joue en fait. C'est pas un whodunit ou pourquoi il n'y a pas machin, il y a pas d'enquête à cet endroit-là, quoi. Je pense que le film ne se joue pas à l'endroit de l'explication. Donc il n'en donne pas. C'est vrai qu'on est 20 ans après Psychose. À la fin de Psychose en 1960, il fallait, j'allais dire, le psychanalyste pour présenter Norman Bates au public. 20 ans après, il n'y a plus besoin et effectivement peut-être plus envie. Et ce qui explique aussi que la circulation du mal soit finalement plus souveraine et plus partagée, quoi. Une autre, on va prendre encore une question. Oui, bonsoir. Oui. Merci d'abord encore une fois d'avoir trouvé ce film, ça fait 20 ans que je voulais le voir. Et oui, moi ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est l'image de la psychiatrie américaine. C'est-à-dire la psychiatre, elle est digne de vol au-dessus de coucou, comme elle dit l'infirmière. Et le fait que la psychiatrie réagit par la violence à la violence, quoi. Il y a la petite remarque du policier qui remarque 35 séances d'électrochoc, qui fait comprendre que c'est pas si peu violent que ça. Et voilà, c'était vraiment... Et même si on pense à Halloween aussi. Halloween, le tueur, il sort aussi d'un asile. Donc en fait, on voit qu'elle est complètement démunie, la psychiatrie, face à ça. Oui, il y a une petite critique à cet endroit institutionnel, comme aussi, au même titre qu'un regard sur les laissés pour compte, il y a une critique aussi de l'institution. Oui. C'est une sorte de violence, ce que vous voulez dire, c'est une sorte de violence généralisée, quoi. Oui, c'est-à-dire, en fait, quelle que soit la partie dans laquelle on est, ou le monde, voilà, la violence, elle est, on pourrait dire, c'est le bien commun, quoi. Oui. Je voulais reprendre le micro pour un autre aspect auquel je repensais. À un moment, il y a la séquence où le tueur est nu face au miroir. Et, j'ai l'impression que cette séquence, elle explique aussi un peu la solitude de tous les personnages, à savoir qu'il est en train de se découvrir. C'est comme il a des flashbacks, il commence à se rendre compte de ce qu'il a fait. Et, en fait, c'est un peu comme si toute l'histoire, il cherchait un peu à se connaître lui-même, quoi. En fait, sa solitude, et peut-être celle de tous les autres personnages principaux, c'est peut-être des personnages qui ne se connaissent pas très bien, en fait, eux-mêmes. Où ils se demandent ce qu'ils font là, quelle est leur place dans l'existence. Ouais, c'est peut-être des gens qui doutent beaucoup sur eux-mêmes, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont seuls. Ils sont pas sûrs d'eux, en fait. Ouais, c'est peut-être un des thèmes du film, je sais pas. Mais avec l'idée que quand même s'ils sont dans cet état-là ou s'ils sont seuls, ça vient aussi d'un environnement, d'un milieu qui est décrit, parce que le downtown LA, tel qu'il est vu lorsqu'on est dans la deuxième partie, eh ben, bon, il y a effectivement des raisons de s'y perdre, hein, enfin, ou de plus savoir qui on est, quoi. Mais la séquence devant le miroir, elle est à la fois extrêmement littérale et complètement dingue. Hein. Littérale dans le sens, voilà, il se voit, et donc tout d'un coup il voit qui il est, donc il voit ce qu'il a fait. Sinon, j'imagine que c'est enfoui dans un coin du déni, quoi. Donc elle a cette littéralité, mais elle est quand même très, très impressionnante. Parce que sa prise de conscience, tout d'un coup, encore une fois, joue sur son effondrement, quoi. Il passe effectivement par une mise en scène, lui devant cette glace nue dans cette salle de bain qui doit être celle de l'asile, totalement inattendue. C'est-à-dire que ce moment-là, cette séquence-là, est totalement imprévisible encore. Oui, non? Vous êtes sûr? Après vous allez rentrer chez vous. Voilà. Attendez. Après, il avait pris un anglais comme psychopathe, ça, je sais pas. Peut-être parce qu'il avait été séduit par son jeu. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Mais parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices anglais ou canadiens, donc j'en disais Colline, mais même la psychiatre, c'est une actrice anglaise. Donc, je ne saurais pas vous répondre, mais il a dû le trouver... C'est l'empire du mal. Oui. C'est vrai, c'est surtout pour dire que c'est un étranger, donc il arrive, qu'il ne connaît personne, qu'il est seul, qu'il ne connaît personne. Ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, l'anglais, il arrive d'ailleurs. Les Anglais sont aussi les meilleurs psychopathes aussi.
Je crois que le débat touche à sa fin. Les Américains sont pas mal, hein. Je pense à Laurence Olivier dans Rappelle-moi. Est-ce que Bertrand voulait ajouter une dernière chose? Non. Voilà, franchement, je suis vraiment très heureux de le voir en salle et de voir la salle pleine. Ah oui. Et j'ai l'impression que le film vous a plu et ça me fait plaisir. Donc on se retrouve avec Bertrand pas la semaine prochaine, dans 15 jours, et ça sera un autre grand film sur la solitude, c'est Un flic, de Jean-Pierre Melville. Voilà. Merci beaucoup, les gars, vous êtes toujours contents.